Bon, alors, on va essayer aujourd'hui de parler des quatre discours. Petite remarque préliminaire, c'est pas forcément les quatre discours tels que Lacan les a enseignés, mais c'est plutôt moi ce que j'y ai compris. Et comme c'est un atelier, j'aimerais bien que vous apportiez votre contribution sur votre lecture des quatre discours. Moi, c'est des formes d'organisation qui me parlent et qui m'aident dans le travail, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à ce que Lacan a voulu en dire. Alors, pour démarrer, j'ai mis quatre petites phrases qui donnent des versions de ce que peuvent être les différents discours, à ma conception. Hein. Alors, sur des rails, donc le maître, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire les rails sont parallèles. Il le sait bien parce qu'il a acheté il a passé une commande au fabricant de chemin de fer et il sait qu'il y a des trains qui vont rouler dessus et la commande qu'il a passée dit je veux que les deux rails soient parfaitement parallèles de façon à ce que les trains puissent rouler et il a au niveau de disons sa plus-value. La plus-value qu'il a pu retirer de cette construction, c'est qu'effectivement les rails sont effectivement parallèles et qu'il y a des trains qui roulent dessus. D'accord ? Après, maintenant, si c'est un peintre ou un hystérique, ou enfin dans ce mode de discours, va être beaucoup plus proche de la sensibilité humaine en disant bah oui mais pour moi les rails que je vois, je suis sur la voie ferrée et les rails que je vois ils convergent en un point commun hein, et c'est vraiment une expérience sensible que chacun peut refaire. Si vous êtes sur des rails, eh bien vous allez avoir l'impression que toutes les voies qui sont parallèles convergent en un point. Donc pourquoi ne pas utiliser cette perception et d'en tirer un savoir hein de ma connaissance sensible, eh bien, j'infère que les rails convergent en un point. Est-ce qu'il y a un savoir qui peut s'en retirer ? Eh bien, oui, parfaitement, puisque c'est de cette convergence sensible eh bien, qu'a pu être inventée la perspective. Hein, c'est-à-dire que les peintres ont pu, à partir de ce savoir qui a pu être daté, enfin avec il y a eu des tentatives antérieures, mais enfin ce savoir a pu être daté chez les Italiens de la Renaissance, qui ont donné les règles qui conduisent à l'exercice de ce savoir et à la réalisation de tableaux qui donnent une impression de vrai et de réalité. Donc là, vous voyez qu'on est parti d'une expérience sensible et que cette expérience sensible vient apparemment en contradiction avec ce qu'a dit le maître, mais néanmoins la production ici, c'est les rails je peux faire rouler des trains sur les rails. La production ici, c'est les tableaux des grands maîtres, ce qui n'est pas rien. Hein. Tout ça parce qu'il y a une remise en cause du discours du maître hein, qui dit mais non, moi je suis désolé, les rails convergent. Et ça a des conséquences au niveau du savoir. Tu vois, si tu utilises
ma critique, eh bien, tu pourras en extraire, ça va t'aider à produire du savoir. Hein? La donnée du maître, c'est aussi une donnée sensible. Il faut que les trains puissent rouler. Oui, mais moi je le vois plus effectivement sur plus presque la prestation de service. Moi, en tant que maître et propriétaire des trains, je veux qu'ils puissent rouler. Et tu passes la commande à des ingénieurs et effectivement, c'est sensible. À la limite, le maître il s'en fout pourvu que les trains puissent rouler. Et ce que lui ont retourné les ingénieurs, c'est il faut que les rails soient parallèles pour que les trains puissent rouler. Lui, à la limite qu'il soit, et on peut donner plein d'autres exemples, évidemment pas pour les trains, mais il y a plein d'autres exemples où le maître il s'en fout éperdument. Par exemple, dans tout ce qui est le capitalisme, le maître il s'en fout complètement de comment l'argent va se gagner et il veut que la bourse rapporte tant en quelques millisecondes. Le comment il s'en fout. Hein? Donc c'est pas son savoir au maître, par exemple. Il vient de l'ingénieur. Oui, c'est ça. Il passe commande à l'ingénieur et il y a du savoir qui... le résultat de cette commande passée, c'est un savoir qu'il va pouvoir annoncer au monde, en fait, hein, puisque c'est le maître qui le dit. Mais oui, l'ingénieur m'a bien expliqué que les rails sont parallèles, point. Mais là, dans l'autre discours de l'hystérique, donc avec la production comme étant les tableaux, est-ce que la théorisation de la perspective, c'est pas un savoir aussi, et du coup la production? Oui, si, c'est ça, c'est là où est la production. C'est pas simplement l'œuvre. Non, c'est pas seulement l'œuvre, c'est tout, justement. Moi qui te tiens un discours hystérique, et là on peut voir un peu ce qu'il en est de l'amour entre hommes et femmes souvent, moi qui te tiens un discours hystérique, ça t'agace, mais si tu veux bien écouter ce discours, eh bien ça va produire du savoir. Hein? Et on peut dire que d'une certaine façon, c'est ça qui est un peu excitant chez beaucoup d'hommes et qui peuvent passer des vies avec des hystériques très dans un discours hystérique parce qu'ils y trouvent leur compte en termes d'acquisition du savoir. Mais quand elle me remet en question, cette femme, eh bien, ça m'apprend des choses. Hein? Salut. Oui, en quoi c'est hystérique? En quoi c'est hystérique? C'est hystérique en le point que moi l'ingénierie, j'en ai rien à foutre. Moi, je vois bien que les rails se rejoignent. Hein? Ma connaissance sensible est plus importante que celle du maître. Moi, je vois bien qu'ils se rejoignent. On est en train de me raconter des conneries. Les rails se rejoignent, je le vois bien. Puis d'ailleurs, toi aussi, tu vas le voir. Et puis toi aussi. Hein? Et il faut être bête comme un maître peut-être pour ne pas utiliser cette connaissance sensible. Et d'ailleurs, je t'incite très fortement. Hein, à l'utiliser, et d'ailleurs la conséquence, ça peut être éventuellement l'invention de la perspective. Le troisième discours, il dit, c'est le discours de l'université, hein, qui va dire, oui, effectivement, les rails sont parallèles. C'est un fait, les rails sont bien parallèles, mais justement, c'est parce qu'ils sont parallèles qu'ils convergent en un point projectif. Et ça, l'universitaire va pouvoir te faire des tableaux, va pouvoir t'expliquer ce que c'est qu'un point projectif, comment effectivement il y a une convergence apparente de toutes les lignes qui sont dans une direction donnée, qu'elles convergent vers un point projectif. Et si on se retourne
Apparemment, il y en a aussi un autre derrière. Hein, et l'université dit, oui, mais ces deux points, c'est les mêmes. La meilleure preuve que c'est les mêmes, c'est que si j'avance sur les rails de chemin de fer, eh bien, je vais toujours avoir l'impression que ce point, il continue, il s'éloigne en même temps. Et celui qui est derrière, ben, j'ai l'impression qu'il se rapproche de moi. Hein. Ça, c'est un espace non euclidien? Voilà. Alors, c'est... oui, alors voilà, oui, c'est un espace euclidien parce que effectivement les rails sont effectivement parallèles, mais cet espace euclidien, d'une certaine façon, il est un peu immergé il y a en même temps un espace non euclidien qui est immergé dans l'espace de dimension 3 euclidien, d'une certaine façon. Et avec cette particularité que nous, de notre place d'humain, on est toujours dans la partie euclidienne. On est toujours dans la partie euclidienne de cet espace. Mais on peut écrire qu'à l'infini, là-bas au loin, et puis aussi au loin dans l'autre sens, parce que c'est sur 3 dimensions, eh bien, il y a une façon il y a une complétude, il y a une façon de compléter cet espace euclidien par alors si on est en 3D, disons par une sphère projective. Si on est dans le plan, eh bien, je peux dire que il y a une droite projective, et si on est dans une seule direction, eh bien, il y a un point projectif, hein, qui est effectivement un espace non euclidien, mais qui est en même temps lié à la sensibilité qu'on en a au niveau au niveau de la perception. Il y a un phénomène optique, en fait. Voilà, alors je dirais qu'il est non euclidien optiquement. Au niveau de l'optique, au niveau de la géométrie, on peut toujours le ramener à de l'espace euclidien, puisqu'il suffit de se promener sur les rails pour voir que, où que je sois, moi, sur les rails, je suis toujours sur la partie euclidienne. Par contre, au niveau de l'optique, eh bien, je suis dans un espace non euclidien. Je suis dans un espace projectif. Hein, c'est-à-dire soit un point projectif, soit une droite projective, auquel cas c'est un plan projectif, soit une sphère projective, auquel cas c'est un espace projectif de dimension 3, quoi. Et optiquement, donc, il n'est pas plongeable dans notre espace, quoi. Il n'est que immergeable dans notre espace. Hein. C'est-à-dire que quand je me promène sur les rails, eh bien, il s'éloigne tout le temps. Il y a un artefact, il y a une illusion d'optique. Oui, voilà, une illusion d'optique. Et pourquoi? C'est ce que dit l'hystérique. Mais cette illusion d'optique, pourquoi ne pas la prendre en compte? Sous prétexte que ça serait un mirage, eh bien, il faut le laisser de côté, comme dit le maître. Non? Pourquoi? Il peut y avoir une source de savoir tout à fait intéressante à prendre en compte cette illusion d'optique comme étant de l'optique. Bon, ça, c'est voilà, comme ça que je le dirais. Et alors, ce qui est amusant, je trouve, c'est quelle serait la position de l'analyste. La position de l'analyste pourrait être de dire, bah oui, eh ben, puisque on a ces apparentes contradictions optiques, et ben, après tout, pourquoi ne pas dire que le sujet est lui-même structuré comme un plan projectif? Et alors, ce qui est amusant, bon, c'est presque une hypothèse de travail, ou enfin, en tout cas, ce qui est amusant là, c'est que de dire ça, en quoi on est dans le discours de l'analyste et aucun des autres discours, ben c'est que là, ce qu'on est en train de dire, c'est irréfutable. Si je dis ça, personne ne peut réfuter cette affirmation. Parce que je ne suis pas dans le discours universitaire,
Est-ce que ça va intéresser le discours hystérique? J'en sais rien. Peut-être que ça ne l'intéressera pas. Ça n'intéressera pas le maître non plus. Parce que ce qu'il en est du sujet, pour le maître, on va voir que c'est l'outil. C'est l'outil de production, hein, c'est ce qui fonde le maître en tant que vérité. Hein. Le maître, il n'existe pas s'il n'a pas de sujets sur lesquels il a un pouvoir. Voilà. Donc voilà une première approche des quatre discours, simplement avec une petite phrase, quoi. Et est-ce que vous avez des choses que tu veux dire dessus? Pourquoi tu dis c'est irréfutable? Parce que c'est une affirmation. J'affirme que le sujet est structuré comme un plan projectif. Tu peux pas me dire, toi, c'est pas vrai. J'ai pris les trois discours et j'essaye d'en conclure quelque chose. Mais c'est moi depuis une position d'analyste. Je prends en compte qu'il y a du parallèle, qu'il y a des points communs, que l'universitaire d'ailleurs le confirme en disant c'est parallèle et il y a un point projectif, et ben pourquoi pas dire que justement le sujet lui évolue parce qu'il retrouve, enfin on ne sait pas dans quel sens ça se produit, est-ce que sa structure subjective n'est pas une image ou une conséquence des autres discours? Et donc ce sujet serait structuré comme un plan projectif. Et c'est irréfutable parce que ça concerne le sujet. Oui, parce que voilà. Et puis on ne peut pas le mesurer, le quantifier. Voilà, et qu'on n'est pas dans le domaine de la science. Hein, que c'est presque du domaine de l'interprétation. Oui, voilà, je pourrais presque dire ça. J'interprète les trois discours pour en produire un quatrième, mais c'est une interprétation qui n'est pas du tout en compétition avec un discours de la science. C'est une phrase qu'utilisait souvent Vapro, la psychanalyse, c'est faux mais irréfutable. Oui, voilà. Parce que bon, comme vous savez, là, tous les discours de, je ne sais plus comment, là, le livre noir de la psychanalyse, etc., où une grande partie de la critique porte sur le fait qu'il utilise les mathématiques d'une façon non scientifique, etc. Les auteurs utilisent les outils de la science pour réfuter la psychanalyse. Ce qui est une aberration absolument totale, parce que ça laisserait entendre que la psychanalyse est réfutable. Et effectivement, Vapro, et je partage tout à fait ce point de vue, ce que te dit un patient dans une séance, que ce soit vrai, que ce soit faux, t'en sais rien, mais en tout cas, c'est irréfutable. De toute façon, ça sort des critères scientifiques, vu qu'une séance, tu ne peux pas la refaire. Dans les critères de scientificité ou de processus expérimental, quand tu veux publier une découverte scientifique, tu la publies dans tel ou tel journal, magazine, et tu donnes ton modus operandi. Et par cela, tu t'offres à la réfutation. C'est-à-dire que si tu dois décrire ton modus operandi, tes hypothèses, tes conclusions, de façon à ce que, une fois que c'est publié, ça puisse être repris un peu n'importe où dans le monde et de refaire l'expérience pour voir si les expérimentateurs arrivent aux mêmes conclusions et aux mêmes résultats que toi.
c'est la base de toute. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit une fois ou deux parce que c'est vrai que c'est tellement curieux. Ce qui échappe au champ de la reproductibilité et de la réfutation, suivant c'est Popper qui a donné un peu ces règles, eh bien, on n'est plus dans le domaine de la science. Et un des meilleurs exemples que j'aime beaucoup, vous avez entendu parler, il y a des milliers et des milliers de témoignages de ce qu'on appelle la foudre en boule. Hein, des gens qui, vous avez vu dans les 7 boules de cristal, là où je sais pas quoi, de Tintin, je sais plus lequel, toujours est-il que il y a des milliers de témoignages, une espèce de boule de feu entre dans la maison, traverse les pièces et ressort. Ok. Est-ce que c'est de la science ou pas? Eh bien, le problème, c'est que les scientifiques sont extrêmement emmerdés parce qu'à la limite, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à... Tu me donnerais du jus d'orange, s'il te plaît, là, dans le grand verre. Ils n'arrivent pas, évidemment, à reproduire ce processus. Donc, au niveau scientifique, il n'existe pas. La foudre en boule n'existe pas. Et alors, j'ai vu des... alors justement, où ça les emmerde énormément et où ils essayent de dépasser cette contradiction, c'est qu'ils essayent de produire de la foudre en boule. Alors ils font des espèces de plasma, c'est très impressionnant à voir. Ils arrivent à faire des petites billes comme ça de foudre en boule, de foudre en boule. Oui. Et pour dire, bah, vous voyez, ça existe quand même, mais ils sont obligés de faire ce long détour parce que le phénomène qui a été observé des milliers et des milliers de fois est officiellement non scientifique. Et dans le discours scientifique, quelque chose qui n'entre pas dans le cadre n'existe pas. Et on va voir après justement quelles sont toutes les faiblesses. Justement ça exemplifie très bien, je trouve, la faiblesse du discours universitaire. Alors, comment je... Bon, j'essayais un petit peu à partir des schémas de Lacan. Bon, je vais les montrer là. Mais justement, on va pas trop s'appuyer dessus. Bon, c'est écrit en anglais parce que j'avais fait ça une fois pour des Américains, enfin des Anglo-Saxons. Bon, bref, toujours est-il que là, ça reprend un petit peu là, ce qui était sur la page précédente, mais là, on va essayer de... Bon, je pourrais les dessiner les uns au fur et à mesure, mais ça fait rien, je vais essayer de décrire ça comme ça. Quel raisonnement on peut faire sur, si on prend le discours du maître, quel raisonnement on peut faire à partir de cette assertion, moi, le maître, j'ai commandé un réseau de chemin de fer et je peux vous dire les rails sont parallèles. Parce que le maître, il va fonder sa vérité, en fait. Il va fonder, voilà, dans chaque discours est énoncé par un agent. Mais cet agent, il lui faut depuis sa place, il y a un fondement, il est fondé, son discours. Chacun des quatre n'a pas l'impression de tenir un discours fou. Ce sont des discours qui sont étayés et qui sont fondés. Donc, on peut dire que chacun de ces discours se fonde sur une vérité. La question est... quel est l'agent
qui agit, c'est le cas de le dire, et sur quelle vérité se fondent ces agents. Et c'est là, ça va correspondre ici à tout ce qui est c'est les parties gauches de ces différents discours. Si on prend le maître, sur quoi il fonde sa vérité? Il fonde sa vérité sur l'existence d'un sujet. Parce qu'un maître n'existe pas s'il n'y a pas des esclaves ou des gens qu'il a payés pour faire un certain travail. Le maître, il n'existe que par opposition à celui qui ne l'est pas maître. Donc on va retrouver ici le maître qui fonde sa vérité sur un sujet. Le maître fonde sa vérité sur un sujet. Enfin, encore une fois, je ne sais pas du tout, j'ai lu, mais je ne sais plus comment Lacan en parle. C'est comme ça que moi j'en parle. C'est comme ça que moi j'utilise ça. Donc, le maître fonde sa vérité sur l'existence d'un sujet. Et maintenant, comment se fait-il que son savoir, sur quoi va-t-il fonder la légitimité de cette vérité? Eh bien, il va pouvoir la fonder parce que ce maître qui fonde sa vérité sur un sujet, eh bien, ça va produire un savoir, enfin, ça va produire comment? Non, je ne dis pas bien. Ça va produire une plus-value. S'il a construit son chemin de fer, c'est parce qu'il veut gagner de l'argent. Et donc, il espère que ça va produire une plus-value. Et alors, il y a plusieurs exemples, mais un exemple que j'aime bien, ça va être de dire, moi en tant que maître, je vais utiliser, si on se passe il y a quelques années, je vais utiliser des esclaves ou des gens que je vais très très mal payer. Et pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui assure cette légitimité? C'est que ça s'est toujours fait dans ma famille. Pourquoi ma famille est si riche? Parce que ça fait plusieurs centaines d'années qu'il y a ce savoir qui a été accumulé, que ce savoir, ici le S2 c'est la position du savoir, il y a ce savoir garantit une plus-value. Le fait que la conséquence c'est, si on prend l'exemple par exemple des esclavagistes du coton dans le sud des États-Unis par exemple, pendant des siècles, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est comme ça, et il y a pas, et les nègres, ils sont bons à justifier le maître et à produire du coton, et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas une inversion des flèches, là? Je vais m'en souvenir. Quoi, celle-ci? Dans l'autre. Là? Celle du A de la production vers le S1. Non, je crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Non, c'était. Il l'avait changé, je crois, sur le discours du capitaliste, d'après ce que. Bon. De toute façon, c'est pas extrêmement grave parce que, si tu veux, ce qui est important ici, c'est le passage du dessous au dessus. C'est-à-dire que c'est cet ensemble maître-esclave qui produit du savoir. Et le savoir, le savoir-faire, le savoir que je vais m'enrichir de cette façon-là, il est patent ici. Bien sûr, j'ai besoin des esclaves, mais de toute façon, ce qui est patent, c'est que je vais m'enrichir. Il y a quelque chose qui vient au-dessus. Je comprenais que la production revenait vers le S1. Oui, on peut, pourquoi pas. C'est l'histoire de la plus-value. Vous dites pas la flèche. Une flèche de A à
Voilà. Je verrais ça Orienté plutôt. dans ce sens, oui. Oui, possible. C'est logique en même temps, effectivement. Le maître recueille les bénéfices de sa production. Ici, c'est le. La place. La place ici, En bas, oui. droite. Oui, la place du produit. La place de l'autre ou la place de. Agent, l'autre, vérité, produit. Oui. Savoir. Non, Comment savoir n'a pas. C'est pas. Agent. Vérité. La vérité. Vérité, En dessous de l'agent. autre. Et production. Produit, production. Alors, comment je le dis moi, hein, comment je le dis? Je dis, en fait, le maître fonde sa vérité de l'existence d'un sujet. Bon. Et ceci est légitimé d'un savoir qui est fondé sur la plus-value. Hein. Ça fait des siècles que ma famille fait de la plus-value comme ça. Eh bien, ça me légitime à occuper cette place de maître et à utiliser des esclaves ou des journaliers qui sont à ma solde. Hein? D'accord? Alors, évidemment, ce qui est la partie la moins négligeable de cette affaire, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il en est du sujet. Hein? Bien entendu, le sujet étant ici en position de vérité, c'est lui qui est capable d'occuper la place du discours. Hein? Le maître, de sa position, il obtient des produits. Mais l'esclave, lui, il est en position de vérité, donc de tenir un discours sur le maître. Et ce qui faisait dire... C'est hégélien. Voilà, c'est ça, c'est l'esclave qui jouit. Hein? C'est ça, c'est la position. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'il en est du discours universitaire, ou alors prenons le discours hystérique, puisqu'il était marqué en second sur l'autre. Hein? Le discours hystérique. Alors là, dans le discours hystérique, c'est bien l'hystérique qui est en position d'agent. Hein? C'est du sujet qui parle. Hein? C'est du sujet qui parle et qui fonde la vérité de cette autorisation à parler d'une augmentation de sa jouissance. Moi, en tant qu'hystérique, je te parle et je te mets en question depuis ce que je sens comme vérité qui est l'augmentation de la jouissance. Et que je vais t'inviter assez énergiquement à partager avec moi. Alors, donc, on reprend ici donc donc ce sujet qui parle, qui est en position d'agent, fonde la vérité de son discours sur le fait que il y a une augmentation de la jouissance. Dans quel but, quel est le but du questionnement, de ce questionnement? Eh bien, je dis que ça se fait afin que s'exprime un signifiant, le signifiant qui est fondé sur un savoir.
ce que je te dis qui te remet violemment en question, eh bien, je fais le pari que ça va produire chez toi un signifiant qui est fondé sur un savoir. Et j'y connais quelque chose, j'en sais quelque chose. Depuis ma place d'hystérique, eh bien, je sais que de te remettre en question, ça produira un signifiant qui est fondé sur du savoir. C'est un peu trop abstrait, non? Donc chez l'autre. Chez l'autre, oui, oui, chez l'autre. Moi, j'ai une question en fait, par rapport au discours du maître. Est-ce que là, sur les places, c'est-à-dire que l'autre, c'est du côté droit. Oui. Mais dans le discours du maître, on a l'OS1, enfin l'agent, et le sujet du côté gauche. Oui. C'est-à-dire qu'à la place de l'autre, il n'y a que le savoir. Enfin, il n'y a pas de sujet. Oui. Oui. Ce qui indique bien, il me semble, la vanité du discours du maître. C'est qu'il y a de l'artefact, c'est-à-dire qu'il a produit des objets. Il a produit du coton, il a produit de l'argent, il a produit des rails, il a produit des chemins de fer. Et il va, depuis sa place de maître, il va même d'ailleurs tout le temps être insatisfait. Hein, il va toujours falloir des nouveaux objets, hein, puisque là, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'objet de jouissance, ou de plus-value, ou de... Regardez, on est complètement toujours fasciné par certains sujets, certains hommes d'affaires tellement richissimes qu'en dépensant des sommes colossales tous les jours, ils n'arriveraient pas tout au long de leur vie de dépenser toute leur fortune. Et néanmoins, ils veulent quand même il faut quand même qu'ils continuent à en gagner plus. C'est quand même hallucinant. Ils sont bien, eux, dans cette position du maître qui utilise éventuellement des dizaines ou des centaines de milliers de sujets pour produire de l'artefact. Hein. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la légitimité qui est ici. Parce que c'est d'ailleurs tout le discours de droite qu'on entend, mais enfin, pourquoi est-ce que vous maltraitez, pourquoi est-ce que vous licenciez? Ah bah oui, mais c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, et c'est comme ça que je vais assurer la vie pour tant de dizaines de milliers de personnes. Il y a toute une légitimité liée à la production. Je légitime, ma conduite est légitime parce que justement elle est fondée sur un savoir ancestral de fabrication de plus-value. Et ça justifie. Ça justifie. Pourquoi on peut, à la bourse maintenant, les transactions se font à la microseconde? Parce que c'est justifié. C'est justifié par ça. Non, ça répond un peu à ta question? Oui. Donc moi, comment je le dis ça? Je dis de la façon suivante. Le sujet fonde sa vérité sur l'augmentation de sa jouissance. La passion de l'hystérique qui essaye de mettre en question son partenaire, cette passion est bien fondée sur une augmentation de jouissance.
Jouissance dans tous les termes, dans le sens le plus large du terme, hein, bien sûr. Donc le sujet fonde sa vérité sur l'augmentation de sa jouissance, afin que s'exprime le signifiant qui est fondé sur le savoir produit. Hein, c'est-à-dire afin que puisse s'exprimer, mais si je suis aussi critique vis-à-vis de toi, c'est parce que je sais que ça va t'aider, et du côté du partenaire, ah bah, il en a marre de vivre avec cette hystérique, mais néanmoins, bah, il a l'impression d'apprendre quelque chose. Il y a un partenariat qui se fait. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait. Ah non, c'était plus sur le délire à deux, enfin la dernière fois, tu sais. La folie à deux. D'accord ? Discours de l'hystérique. Alors, on verra après comment on peut passer d'un discours à l'autre, mais continuons sur le... Donc voilà, pardon ? L'universitaire. Ouais. Ah oui, exact, c'est universitaire. Mais là, si je reprends là par rapport à la petite phrase que j'ai mis avant, mais enfin, toi, mon mari qui est peintre, tu es suffisamment stupide pour pas prendre en compte le fait que je vois bien que les rails ils se rejoignent. Et regarde, le résultat, c'est que ta peinture, elle est moyennement intéressante, elle est fausse. Si tu faisais comme je te dis, on aurait plus l'impression d'avoir un tableau qui ressemble à la réalité. Et si il suit ce raisonnement, eh bien, il y a un savoir nouveau qui émerge. Parce qu'après, il a été écrit, bien sûr, mathématiquement. Hein, c'est toutes les lignes de fuite, etc. Hein. Donc, il y a bien cette dimension-là. Alors, pour ce qui est du discours universitaire, alors là, l'agent annoncé par le professeur, c'est un savoir. Hein. C'est le savoir qui est écrit dans le bronze, de l'université. Dans les précédents professeurs et doctorants et docteurs qui ont écrit des thèses. Donc il y a bien là massivement un agent qui est un savoir. Sur quelle vérité se fonde ce savoir ? Moi je fais l'hypothèse que ce savoir, il est fondé sur le pouvoir de l'analyste, sur le pouvoir du professeur. C'est le professeur qui c'est au nom de ce savoir que moi, en tant que professeur, je t'impose un certain cursus, je t'impose des fourches codines au nom d'un certain savoir. Donc c'est ce savoir, et le pouvoir est très fort. Hein, il est très fort, puisque si l'élève ne suit pas les fourches codines qui sont indiquées par le professeur, eh bien il n'y a pas la production attendue. Parce que qu'est-ce qu'il en est de la production ? Eh bien la production, c'est un nouveau sujet. Hein, si je t'impose depuis mon pouvoir de professeur un certain savoir, eh bien, comme disait Lacan, hein, du coup nous allons être universitaires, à savoir que nous allons pouvoir jouir ensemble de l'émergence, de la naissance d'un nouveau sujet, à savoir un docteur. Hein. Moi, je le dis comme ça, hein, que donc que c'est un savoir qui se fonde sur le pouvoir du professeur, et ceci
pour jouir d'un sujet nouveau-né. Hein. Ici, en production, c'est l'émergence d'un nouveau-né qui est un sujet. Et ce sujet, évidemment, on peut l'appeler d'une façon générique le docteur, puisque c'est le summum de la reconnaissance par l'université du savoir. Donc on fabrique, et d'une certaine façon, le professeur dit, et d'ailleurs c'est comme ça quand on assiste à des soutenances de thèse, on le voit bien, bien sûr, même au niveau de la soutenance, je vais t'en faire baver, mais tu vas voir, nous allons pouvoir jouir ensemble, nous allons être universitaires, hein, ensemble. Et ainsi, un nouveau sujet, un nouveau docteur, et après, d'ailleurs, on boit le champagne, on jouit ensemble parce qu'il y a un nouveau sujet, un nouveau docteur qui a émergé. Ça vous va comme ça? J'ai entendu citer seulement la deuxième. Ah oui, oui. Ah oui, il l'avait écrit comme ça, univers citer, C-I-T-H-E-R, oui. C'est beau, hein, de dire ça, parce que c'est vraiment ça qui est en cause, quoi. C'est enfin, nous sommes. Je t'ai fait chier. Quand j'ai assisté à pas mal de. Enfin, quelques soutenances de thèse, plus les professeurs tapaient pendant des heures sur le doctorant, plus il allait avoir une très très bonne note. Hein, félicitations du jury, récemment médaille d'or ou je sais pas quoi, médaille de l'université, enfin des choses alors qu'il s'était fait maltraiter pendant 3 heures. Hein. Mais enfin, ça y est, nous allons pouvoir jouir ensemble. Il y a un nouveau docteur est arrivé, un nouveau-né. Nous avons le cercle de famille s'agrandit, nous avons un nouveau-né parmi nous. Et cet agent, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Vu de l'extérieur, ça paraît très joli, mais les exemples sont extrêmement nombreux. D'une part, des falsificateurs du savoir, hein, la mémoire de l'eau, et il y a plein d'exemples comme ça de savoirs fallacieux qui simplement pour pouvoir publier dans Nature ou autre. Et puis également, ce qui est encore peut-être plus grave, c'est que, et ça, vous le savez sans doute, ça s'est même produit avec Einstein. Einstein ayant écrit des articles sur la relativité restreinte, un sombre étudiant a pondu un texte qui donnait les bases de la relativité générale. Et il a essayé de publier ce texte dans le journal scientifique qui allait bien. Et comme vous le savez, dans ces cas-là, quand il y a un journal scientifique et qu'il y a un article, évidemment, ce n'est pas le rédacteur en chef qui va pouvoir critiquer la qualité scientifique. Donc, il envoie en général l'article à quelqu'un qui est reconnu. Donc, il a envoyé cet article à Einstein. Einstein a lu l'article, l'a mis dans un tiroir et 10 ans ou 15 ans après a pondu la relativité générale. Mais cet article n'a pas été publié au moment où il avait été écrit. Parce que le savoir était remis en cause, et puis bon, les intérêts personnels d'Einstein devaient jouer. Et puis il y a plein d'exemples. Hein, ceux qui connaissent Jean-Pierre Petit, par exemple, que tu connais, a des positions sur la magnéto-hydrodynamique qui sont je trouve très intéressantes, mais il n'était pas dans la ligne du sérail, donc son savoir tombe facilement dans les oubliettes, quoi. Et il y a énormément de savoirs comme ça qui sont mis de côté pendant des siècles parce qu'ils ne sont pas dans la doxa et qu'ils n'entrent pas dans cette position-là, quoi. Ils viennent trop critiquer le fonctionnement universitaire. Est-ce que Météor
une autre chose à la place de la vérité? À la place de la S1? Dans le discours universitaire? Oui, ceux qui ne sont pas dans la doxa, Ah si tu veux, non, moi je dirais le but du discours universitaire, c'est de fabriquer des docteurs. On fabrique des nouveaux docteurs tout le temps. En plus, on fabrique des nouveaux docteurs, mais ça veut dire qu'il y a des directeurs de thèse. Hein, parce que là c'est pareil, hein, comme ici il y avait maître esclave, ici il y a doctorant, maître de thèse, enfin je ne sais plus comment on appelle ça. Hein, et s'il n'y a pas de docteur, il n'y a pas non plus de professeur. Le professeur, il n'a son existence que par le docteur qu'il est en train de fabriquer. Et les pouvoirs, le metteriez où là? Le pouvoir? Le pouvoir, je le mets ici, puisqu'il est... c'est à une autre dimension, c'est quand on était à l'école communale, moi j'ai connu ça, on tapait sur les doigts avec une règle, hein, où on tirait sur les poils à côté des oreilles pour se faire mal. Hein, c'est là où il est le pouvoir, hein, c'est le maître au sens du professeur, hein, l'instituteur, c'est à tous les niveaux, quel que soit le discours, enfin, quel que soit le niveau d'études, c'est depuis l'école, peut-être même depuis la maternelle que ça se passe comme ça. Hein. Par exemple, tu donnais à propos d'Einstein, il y a une exclusion par rapport à la doxa, jusqu'à ce que Einstein redécouvre la relativité générale. On peut dire ça de même de Galilée, de Copernic, par rapport au savoir de l'époque. De l'Église, oui. Ils n'étaient pas dans l'Église, c'était aussi la Sorbonne, quoi. Oui. L'université était catholique, de toute façon. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs assez... C'est par rapport à cela que Lacan se déclare hérétique. Il y a hérésie, esprit. Exactement. Voilà, bien sûr, et pour ça qu'il a été viré justement par les fameux professeurs avant 53, quoi. Évidemment. Mais même cette histoire d'héliocentrisme, c'est quand même très amusant parce que ça avait été découvert par des Égyptiens avant Jésus-Christ, hein. Et ça a été annulé, balayé au profit du géocentrisme imposé par l'Église. Mais d'ailleurs c'est assez amusant parce que vous savez que ils étaient quand même très emmerdés. Et voilà, je crois que c'est un bon exemple. Comment on refabrique du savoir fallacieux. Comme vous savez, sans doute, quand on observe les mouvements des planètes depuis la Terre, eh bien, certaines planètes ont un mouvement aberrant. C'est-à-dire qu'à un moment, elles avancent, puis après, elles ont un mouvement rétrograde, elles repartent en marche arrière et elles repartent. D'accord ? Eh bien, et ça c'était très bien observé par les astronomes. Hein. Tout le monde connaissait les mouvements des planètes, en sachant qu'apparemment elles circulent, mais elles font des fois des marches arrière et elles repartent. Je pense que je fais l'hypothèse que c'est à partir de cette anomalie que les Égyptiens ont dit « Ah oui, mais si en fait on considère que c'est le Soleil qui est au centre, il n'y a plus d'anomalie. L'anomalie, c'est un artefact parce qu'on dit que c'est la Terre qui est au centre. » Mais dans toute la pensée traditionnelle, eh ben, ils faisaient avec. Et c'est marqué partout, cette espèce de mouvement rétrograde, alors qu'ils expliquent, je ne sais plus comment, ils n'expliquent pas, ou ils font appel à Dieu, ou je ne sais pas bien exactement comment ils l'expliquent, mais enfin, il faut qu'ils fassent avec, quoi, parce qu'il était parfaitement observé, ce mouvement rétrograde des planètes. Et donc, vous voyez que là, le savoir était gauchi
Et ça, on le rencontre très souvent. Le savoir était gauchiste, soi-disant c'était un savoir universitaire, scientifique, etc. Mais néanmoins, les planètes, elles faisaient des allers-retours. C'est emmerdant quand même. Ah oui, mais ça faisait partie du savoir quand même. Et puis, faites pas chier, c'est comme ça. Et on peut bien imaginer que jamais un docteur n'aurait été produit. Et d'ailleurs, Copernic et l'autre, Galilée, ça a failli mal se finir. Il est impossible de produire un docteur s'il disait autre chose que basé sur le savoir de la doxa des professeurs. Hein, et là, en l'occurrence, le pouvoir des professeurs pouvait éventuellement amener à conduire au bûcher quelqu'un qui s'élevait contre ce savoir. Hein, le pouvoir du professeur était très très fort. De l'orthodoxie, absolument. Alors regardez, tiens, un exemple que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle ce ministre génial qui passait son temps à refuser l'existence de l'augmentation de la température, là, qui disait que Allègre, ouais, Allègre, il a dit non, c'est pas du tout une augmentation du climat, et je peux le prouver. Quelle preuve il a trouvé? Il a dit, regardez, prenez le Groenland, ce qui est Greenland, ce qui veut dire le pays vert. Vous voyez, ça s'appelait le pays vert, donc ça dit bien que quand il a été découvert, c'était recouvert d'herbes et de forêts. Hein, alors que c'est évidemment de la glace. C'est une preuve que ce sont des oscillations naturelles. Très jolie explication fondée sur un savoir. Or, en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus amusante que ça. Quand il s'agit pour les Danois, je pense que ça devait être les Danois, d'aller s'expatrier du Danemark, il fallait trouver une puissante motivation pour les Danois. Et au lieu de leur dire vous allez aller sur de la glace, on leur a dit vous allez aller dans un pays de cocagne. D'ailleurs, ce pays s'appelle Greenland, c'est-à-dire le pays vert. Mais il n'était pas vert du tout, il était blanc. Mais c'était simplement une façon de motiver les expatriés, en fait. Voilà. Bon, donc vous voyez que je trouve que c'est des bons exemples de la folie du discours universitaire. Et Allègre, il a sévi pendant longtemps et en plus avec la caution d'avoir justement, il est docteur, il a fait des textes scientifiques, etc. Donc s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Hein, il se fonde sur une vérité. Une autorité aussi. Oui, voilà. Et qui représente la vérité. Voilà, c'est ça. Tu le dis très bien, c'est une vérité en position d'autorité, ou une autorité en position de vérité. Voilà, c'est une autorité en position de vérité. Une autorité signifiant un en position de vérité. Ça fait autorité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du discours de l'analyste? Alors, moi, ce qui me passionne le plus, ce qui m'intéresse le plus dans ces quatre discours, c'est justement l'opposition entre ces deux types de discours. Pourquoi ? Parce que, je parlais tout à l'heure de ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Les analystes veulent bien entendre qu'il y a une autre forme de discours que le discours universitaire, si et seulement si eux se calent sur le discours universitaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient été validés, il faut qu'ils aient été considérés comme docteurs, d'ailleurs ils sont docteurs la plupart du temps, docteurs en psychanalyse, c'est-à-dire, ça veut dire s'appuyer sur l'autorité d'un
d'un professeur, hein, et un certain savoir qui est figé là, de façon à ce qu'il soit reconnu comme discours, comme docteur en psychanalyse. Alors que précisément ce que nous a enseigné Freud, et tel que j'ai envie moi d'en parler là, c'est quelque chose de totalement autre qui se joue. Qu'est-ce qui se joue? Eh bien, il se joue que dans le discours de l'analyste et donc de l'analysant, l'agent est une manifestation de jouissance, une manifestation de jouissance quelconque. Ça peut être un symptôme, un objet de désir, un lapsus, toute production de l'inconscient pris en tant que manifestation de jouissance, eh bien, fonctionne en tant qu'agent. Et alors, comme tel, ça doit se fonder sur une vérité. Eh bien, cette manifestation de jouissance, le sujet reconnaît qu'elle est fondée sur une savoir, sur une vérité qui est un savoir, ou sur un savoir qui est en position de vérité. Savoir qui peut être insu. Voilà, alors, je le dis là de cette façon-là, toute manifestation. Alors je dis que toute. Distingue du savoir universitaire. Voilà, c'est un savoir inconscient ou un savoir insu. Mais, je suis confronté à une manifestation de jouissance, hein, un symptôme quelconque. Eh bien, au lieu d'aller demander à un professeur qu'est-ce que ça signifie, hein, on parlait hier de l'interprétation des rêves, ou c'est un rêve, eh bien ce rêve, au lieu de demander à un analyste ou à un psychologue, mais ça veut dire quoi dans la symbolique que j'ai rêvé de ceci ou de cela, eh bien, depuis ma position d'analysant, je dis si j'ai ce signifiant ou cette manifestation de jouissance, eh bien c'est qu'elle est fondée sur un certain savoir qui est en position de vérité. Il y a un certain savoir qui s'est exprimé, qui fonde, qui est le moteur de cette manifestation-là. Donc, une manifestation de jouissance qui est fondée sur une vérité, sur un savoir qui est en position de vérité, sur un savoir inconscient. Donc je dis toute manifestation de jouissance fonde sa vérité sur un savoir inconscient. Et là on voit que le savoir il est là, hein, il n'est pas là. Hein. C'est pas le professeur qui donne l'ordre que le savoir est là. Non, le savoir il est ma propriété. Il est ma propriété puisque c'est moi qui produit cette manifestation de jouissance. Alors, ceci justement, cette dialectique se fait au bénéfice d'un sujet. Mais ce sujet, sur quoi se fonde-t-il? Eh bien, ce sujet, si j'ai pu analyser ceci, le sujet, il est fondé sur un signifiant. C'est-à-dire que
le sujet, de par sa position de division, n'est pas quelque chose de stable, mais c'est quelque chose qui est fondé lui-même par un certain signifiant, qui est le résultat de c'est-à-dire, non, je ne dis pas bien. Cette dialectique entre la jouissance et le savoir, ça produit un signifiant. Voilà. Ça produit un signifiant et comme conséquence de cette production, eh ben, c'est un nouveau sujet. Et c'est tellement un nouveau sujet que c'est le sujet syntaxique. C'est-à-dire qu'à chaque énonciation, au fil de l'analyse, eh bien, je crée du sujet. Enfin, à chaque, non, disons, lorsque j'ai une parole un peu pleine, on va dire, hein, pas une ritournelle comme 9 fois sur 10 dans l'analyse. Mais lorsque j'arrive à produire une parole un petit peu pleine, eh bien, je peux dire que un nouveau sujet émerge. Ah ben là, j'ai dit un truc qui n'était pas con. Et parce que je sens que c'est fondé sur un signifiant maître, dont je n'avais pas conscience avant d'avoir bien voulu analyser la relation entre cette production, entre cette manifestation de jouissance et ce savoir. Les signifiants maîtres là, ne sont pas les signifiants du maître. Voilà. C'est un signifiant nouveau. C'est un signifiant nouveau. C'est un signifiant 1. Comme tu dis, un signifiant nouveau, c'est un signifiant 1 qui vient émerger parce que... Ah bah oui, en plus c'est là où on a une structure meubienne, hein. C'est fantastique, hein, cette barre. Hein. Là on n'en parle pas suffisamment, mais ce sont des barres meubiennes. Bah oui, c'est entre A et S2, il peut s'écouler beaucoup de temps pour que le S2 vienne en position de sujet, pour qu'il passe au-dessus de la barre. Il faut bien qu'il y ait du temps qui s'écoule. Dans le discours maître, la machine produit de la jouissance. Dans le discours de l'analyste, c'est la jouissance qui produit les signifiants nouveaux. Redis ça. Redis. Dans le discours du maître, c'est toute la machine est là pour créer de la jouissance. Ouais. Et dans le discours de l'analyste, c'est la jouissance qui produit quelque chose de nouveau, comme les signifiants nouveaux et ça. Donc c'est au service du nouveau, de renouvellement. Voilà. Ça change beaucoup. Oui, et comme tu disais, vous allez dire à Lacan qu'il est hérétique. Effectivement, il est complètement hérétique par rapport aux autres discours. Parce que c'est... effectivement, le petit a, il n'est pas du tout à la même place, et c'est fondamental. Je dis comme ça le discours de l'universitaire, ce discours du comportementalisme. C'est un savoir additionner, vérifier, expérimenter, généraliser, que tout le monde peut comprendre. Il produit un certain type de sujet. Oui. Il est barré, mais il est barré dans plusieurs sens. Produit des rats. Bah, c'est au nom de on va tous jouir ensemble. Hein, on va pouvoir se partager la jouissance, hein, grâce à ce discours. Hein. C'est ici, la jouissance est située là, au-dessus. Hein, je vous emmerde avec mon discours, avec les années d'études, parce que, regardez, il y a un avenir radieux qui s'annonce. Et ce qui fait que c'est effectivement très satisfaisant pour plein de gens, les thérapies courtes, enfin tout ce qu'on veut. Alors ben, c'est clair, hein,
on va pouvoir jouer ensemble. C'est une façon de retrouver un tous ensemble. Voilà. Alors c'est marrant que tu le dises comme ça, parce que justement, c'est inscrit dans le marbre, on va dire. Mais pour le discours hystérique, justement, c'est une perspective. C'est une perspective sans arrêt raté dans le discours hystérique. C'est-à-dire que cette façon de titiller l'autre dans le discours hystérique fait qu'il y a un ratage permanent, on va dire, de cet accomplissement. Alors que là, il est soi-disant rencontré tout le temps. Quand tu dis que les barres sont moyennes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un point, ils se rencontrent? Non. C'est pour dire que les... le meilleur exemple, c'est ici, c'est là où c'est le plus simple à percevoir, c'est que entre la manifestation de jouissance et le savoir, il n'y a pas de... c'est quelque chose de contemporain. En tout cas, c'est pas contemporain au niveau de la conscience. C'est-à-dire que je constate une certaine manifestation de jouissance. Je fais l'hypothèse que de mon expérience analytique, je dis que cette manifestation de jouissance, elle est fondée sur un savoir. Mais c'est un savoir insu. C'est un savoir inconscient. Eh bien, dans le travail analytique, je vais pouvoir dire que amener progressivement, c'est cette flèche-là, je vais pouvoir amener progressivement avec une certaine temporalité, une certaine diachronie, je vais pouvoir amener ce savoir en position de sujet. C'est-à-dire que c'est le sujet que j'ai été à tel moment qui fait que j'ai acquis ce mode de manifestation de jouissance. Faudrait que je donne des exemples. Je sais pas pourquoi, j'aime bien écrire des poèmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais si j'écris des poèmes, c'est que probablement il y a un savoir qui fait que j'ai envie d'écrire des poèmes. Le travail analytique va peut-être pouvoir me dire « Ah bah oui, mais ma maman était tellement contente elle était tellement admirative quand j'associais différents mots et que ça faisait un petit peu poétique. » Bon, donc ce sujet que j'ai été à un tel moment, je n'en ai conscience qu'après un certain temps d'analyse. Non, c'est pas clair. Il faut que ce savoir, il monte au-dessus, il passe au niveau de la conscience. Rappelez-vous, quand même, toutes ces barres indiquent que ce qui peut être de l'ordre de la conscience et ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Ce qui est en dessous de la barre, c'est pour ça que je dis que c'est meubienne, c'est parce que ce sont des barres meubiennes, des barres qui font obstacle. Tu es bien d'accord que si j'ai une manifestation de jouissance, le savoir qui est inclus dans cette manifestation, surtout si c'est un symptôme, eh bien, je n'en ai pas conscience au même moment. Il va bien falloir un certain temps d'analyse pour que je puisse mettre un texte sur cette manifestation de jouissance en disant « Bah oui, finalement, quel est le savoir qui était inclus là-dedans, quel sujet j'ai été au moment où est apparu ce mode de jouissance. » Non, oui, ça je comprends, mais là, j'essaie d'imaginer le dessin, c'est-à-dire si cette barre, c'est une barre moyenne, ça veut dire que c'est un node Moebius. Oui. Donc, qui est dans ce nom, le A et le S2? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple en fait. Je peux le faire ici en bas. Oui. Regarde. La question que tu poses, c'est quelle est la structure de ce trait? Oui. Quelle est la structure de ce trait? Moi, je dis que la structure de ce trait, c'est une bande de Möbius. Oui. Elle est présentée comme ça pour simplifier, mais si on prend l'exemple ici, eh bien, je vais avoir A
qui est d'un côté et je vais avoir S2 qui est de l'autre côté. Voilà, et le temps ici va s'écouler et quand je vais arriver ici, ce S2 étant en position consciente est une manifestation d'un nouveau sujet. Il vient ici. Oui, c'est ça que je ne comprends pas, ce passage-là, parce que si sur une bande, j'ai le A et le S2, Oui. comment ça se fait qu'à un moment donné, ça sera le S barré? Enfin, tu vois, c'est pas ma question. Oui, parce et que... si là, on a une autre barre... Oui, avec le S1, exact. Voilà. Oui, mais... Oui, mais Attends. Je crois que je peux peut-être te l'expliquer. La question que tu poses, c'est comment le S2 devient-il S barré? Voilà, c'est bon. une même barre. Mais parce que, attention, il y a l'expérience qui s'est produite. C'est-à-dire que je ne suis pas un perdreau de l'année. Quand j'ai fait le demi-tour de la bande de Möbius, j'ai été transformé par ce demi-tour. C'est-à-dire que j'ai gardé en mémoire le fait qu'il y avait du A. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le S2 qui devient S barré, c'est la conjonction A sur S2 qui fait du sujet. C'est le fait que ce que je vis maintenant, précisément à cette seconde, eh bien, est le résultat d'une certaine expérience passée dans laquelle j'ai eu des... Regarde, on peut l'écrire autrement. Si j'écris... Regarde. Elles sont toutes... Si j'écris, parce que je ne voudrais pas perdre cette page-là... Bon, je vais essayer de le faire je ne sais où. Regarde, si je le fais ici, si tu as S1, c'est d'une façon générale, S1 sur S2, S2 sur S3, S3 sur S4. Là, voilà, là, je n'ai déjà fait ça. Ça, là, je comprends. Ben là, c'est la même chose. Oui, mais là, alors, là, on passe de S2 à S2, puis après Ok, S3. ok, oui, ok. La logique mathématique. D'accord. Ok, tu as tout à fait raison. Mais là, pourquoi... Tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, je l'appelle S2, mais peut-être que je pourrais l'appeler peut-être S'2, parce que, pourquoi j'aurais le droit de l'appeler X'2? Parce que ce X'2, il n'est pas tombé du ciel, il est dans mon histoire S1 sur S2. C'est pas juste S2. Quand je suis conscient présentement de quelque chose, eh bien, c'est le souvenir en même temps de ce qui était conscient et de ce qui était inconscient. J'ai été transformé. Pourquoi ça devient S'? C'est pas simplement le S2 qui vient là. Regarde, il y a cette flèche-là aussi. Il y a la flèche qui est ici, c'est le A également qui intervient. À savoir que c'est mon histoire. Bon Dieu, mais j'avais tel mode de jouissance et ça correspondait à tel savoir, donc je deviens un nouveau sujet. On peut dire que ce S barré, c'est la conjonction du S2 et du A. D'ailleurs, c'est comme ça que Lacan l'a noté. Tu vois, il a fait une flèche qui va du A vers le S barré et une flèche qui va du S2 vers le S1 et le S barré. C'est les deux. Cette diachronie, elle ne te fait pas oublier le passé. Au contraire, elle te fait te rappeler de ce qui était en position au-dessus de la barre et de ce qui était au-dessous de la barre. Puisque maintenant c'est au-dessus de la barre. Donc tu es transformé par cela. Effectivement, là ça peut être un peu une simplification. Mais là justement ça peut être une inscription générale, tandis que là ce qu'on fait c'est comment on l'inscrit dans le discours de l'analyste. Et justement c'est la particularité du discours de l'analyste, c'est de dire regarde là, il va rien apprendre au niveau du savoir, il va dire oui bien sûr c'est du S barré, c'est du sujet, et puis j'ai appris ça, mais c'est sans conséquence. Là, la conséquence, elle est tout à fait intéressante, puisque ça permet de produire du sujet. Ça permet de produire un sujet qui est... Parce qu'il y a l'émergence d'un nouveau signifiant.
Non, c'est peut-être pas assez clair ce que je dis. Non, ce que tu dis, j'insiste, c'est très clair. Je suis tout à fait d'accord, c'est clair. Mais c'est le concret de la chose, le passage. Par exemple, si on a S barré S1 sur une bande moyenne, hein, parce que là, du A S2, on arrive au S barré S1. Oui. Une fois qu'on a le S barré S1 et qu'on fait le tour, ça devient quoi? Donc quoi, on a quoi? Ah oui, ah bah oui, ah bah tiens, oui, mais bien sûr. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh ben justement, ce que ça va être de dire, la séance que j'ai eue aujourd'hui, elle était géniale. Ah, j'ai vraiment appris quelque chose. Et ce S1, qu'est-ce que ça devient? Tu essayes d'y repenser 2 jours après, tu te dis, ah bah ouais, mais c'est vachement creux. C'est pas bien intéressant. Ce S1, une fois qu'il vient au-dessus, il a perdu sa temporalité. Éventuellement, tu peux te dire, j'ai fait une très bonne séance d'analyse parce que j'ai attrapé quelque chose, mais si tu essayes de la reproduire ou même de la raconter, tu vas t'apercevoir que peut-être c'est pas très pertinent. Ça aura perdu sa valeur. La valeur, elle apparaît dans cette dialectique-là. Et ça, c'est la reconnaissance du fait que le sujet qui s'exprime, eh bien, il est fondé sur un signifiant. Un signifiant 1, un nouveau signifiant. Mais là aussi, on est dans l'évanescence, puisque, regarde, c'est du S barré, donc on est forcément dans quelque chose qui est très évanescent. Cette production, c'est une production presque, qui a une temporalité très, très faible. Donc ça devient un S2. Ce S1, est-ce qu'on revient à S2? Bah, peut-être la séance d'après, oui, où tu vas dire à ton analysant, continuez, parlez-moi de vous. Il va dire autre chose. Comment tu le dirais, toi? Comment tu le vois, cette inscription? Non, c'est parce que je ne vois pas. Enfin... Oui, voilà. Je cherche une logique mathématique, mais apparemment, il n'y en a pas. Si, il y a rappelle-toi le séminaire sur la lettre volée. L'addendum qu'il a fait en 66. Eh bien, justement, toute sa description, justement, elle doit être justement là. Toute sa description, qui est un peu de ces machins affreux, eh bien, ça décrit que, en fait, à un coup donné, il ne dépend pas que de ce qui vient de se passer avant. Il dépend de ce qui s'est passé 2 ou 3 coups avant. Cette production du S barré, il ne vient pas simplement du S2, il vient de la conjonction de l'histoire. Il y a toute une histoire. Il n'y a pas de libre arbitre, si tu veux. C'est un entonnoir, en fait. C'est un entonnoir de signifiants. Et je ne peux pas prendre un signifiant sans tenir compte historiquement de tous ceux qui étaient avant, et puis potentiellement de ceux qui viendront après. Il y a une diachronie, si tu veux, il y a une diachronie de conscience possible, et il y a une synchronie d'inconscience automatique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est de cette façon-là, tout ce qui est en dessous, c'est forcément du domaine de l'inconscient. Simplement, j'ai reconnu, et ça peut prendre des années, de reconnaître que lorsque j'ai un symptôme, il est fondé sur une vérité. Parce que c'est révolutionnaire, c'est hérétique, comme dit Lacan. C'est logique, c'est mathématique, mais c'est pas la logique classique. Voilà. Pourquoi est-ce que, au fil du temps, pourquoi S2 ne se transformerait-il pas en S', en S barré? Pourquoi? Ça peut, hein. Une feuille,
Tu vas dire tous les jours c'est la même feuille de chêne, sauf qu'elle change tous les jours la feuille. C'est pas la même. L'eau sous le pont. Ah bah sous le pont des Arts, l'eau, bah c'est jamais la même. Pourtant c'est toujours de l'eau. Dès l'instant où tu fais intervenir le temps, tu introduis des transformations. Parce que, même pour reprendre cet exemple-là, peut-être qu'il faut tout un jeu comme ça de S et S pour arriver à ça. Peut-être que là ce qui est là, ça a l'air d'être fait d'un seul coup, mais peut-être qu'il a fallu peut-être 2 ans de parole pour passer de ça à ça. Et ce S barré là, il aura été transformé au fil du temps, parce qu'il aura fallu intégrer cette... Il y a une intégration, hein, tu vois, et je te dis, Lacan, il figure bien les 2 flèches. Le S barré est le produit, en fait, de ce savoir inconscient et de l'interprétation que l'analysant fait de cette manifestation de jouissance. Ah ben, voilà le sujet que je suis. Oui, mais là, par exemple, je me demande, parce que quand on explique ce mécanisme par le discours de l'analyste, ça devient un peu plus simple, mais de prendre ces bandes, par exemple le discours de l'universitaire où il n'y a pas de sujet qui est produit, enfin voilà, Si, ça. Si, justement, tu produis un sujet dans le discours universitaire, tu produis un docteur. Oui, dans le discours de maître, enfin, voilà, où il n'y a pas un sujet, comment penser ça, enfin, qu'est-ce qu'on dirait par exemple quand le S barré, la conjonction entre S barré et S1. Bon, alors écoute, prenons celui-là. Ici, si tu veux, c'est là où ça peut être quand même assez simple à décrire. C'est que dans cette conjonction entre un savoir et le pouvoir du professeur, eh bien, on va jouir ensemble. On va jouir ensemble et on va produire du sujet. On va produire un sujet qui est un docteur. Faites-moi confiance à ce savoir. Vous allez voir, vous allez pouvoir jouir. Bien sûr, vous allez en chier quelques années, mais vous allez jouir. C'est ça ce que dit le professeur. Alors évidemment, toi tu raisonnes par rapport au discours de l'analyste, mais eux, leur raisonnement, il n'est pas du tout là-dedans. Bon, un dernier mot. Vas-y. Je vais vous poser une question. Tu peux écrire un schéma? Oui. Dessus ou sur une autre page? Là, ici. Tu veux une autre page? Bon, je vous écris un schéma, vous me dites qu'est-ce que ça peut être. Peut-être qu'il n'y a pas de solution. Hein. Donc S barré sur S1 et A sur S2. Vous voulez pas le discours capitaliste? Je pense pas. Non. C'est étonnant que Lacan n'a pas pensé à ça. Tu veux dire qu'un sujet qui se fonde sur un signifiant maître et qui produirait un savoir pour de la jouissance. Je ne sais pas si... et ça t'évoque quoi comme mode de discours? Vous avez rien à l'esprit?
Parce qu'il y a dans l'esprit les discours religieux. Tu peux expliquer? Et un sujet qui se fonde sur un signifiant maître, c'est Dieu, hein, et qui est la vérité en même temps. Hein. Mais c'est ce sujet que c'est le croyant qui agit et qui produit un dogme S2 dans une jouissance qui tient, je dirais, des cercles. Oui, oui. Voilà, un discours aimé. Oui. C'est vrai qu'on ne parle pas du discours religieux. Oui. Un dernier point. Parce qu'il est déjà 11 heures pour passer. Un dernier point qui est pour les passages en fait d'un type de discours à l'autre. Moi, je fais l'hypothèse, mais fondée juste sur les dessins, qu'il n'est pas possible de passer du discours du maître au discours de l'analyste, qu'il n'y a pas de passage direct. Que par contre, il y a des possibilités de passer du discours de l'université au discours de l'analyste ou du discours hystérique au discours de l'analyste. Là, discours de l'hystérique au discours de l'analyste, c'est Freud, hein, c'est Freud avec les hystériques. Hein. Et ce qui correspond, alors bon, ce que Lacan a noté évidemment, c'est que chaque fois ça correspond à un quart de tour. Hein. À savoir que là, il y a un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. C'est-à-dire que de la revendication hystérique, l'hystérique peut glisser vers le discours de l'analyste en disant mais après tout, ce que je mettais en position de vérité, cette manifestation de jouissance, pourquoi ne pas la mettre en position d'agent ? Ça entraîne une grande frustration, évidemment, hein, la difficulté de l'analyse d'un hystérique ou d'une hystérique. Hein, parce qu'il y a beaucoup plus ceci est entièrement fondé sur la jouissance, comme si c'était une jouissance. Voilà, ici, la jouissance est en position de vérité, c'est parce que je jouis que je viens te demander d'être différent de ce que tu es. Hein. Il y a inscrit en moi une jouissance et non pas un savoir. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Je me cale au niveau de la vérité sur ma jouissance, hein, et il y a un glissement pour arriver à fonder le discours sur une vérité. C'est pas du tout évident. Hein. La proposition de départ, c'était je vois que les rêveurs, pour l'analyste, le sujet. Voilà, c'est ça. On passe je m'énonce moi-même à... Voilà, exactement. Tout à fait. C'est très juste de dire ça. Ici, effectivement, c'est le je vois. Hein. Je vois comme étant le signe d'une jouissance. Hein. Du moment que je vois que les rails convergent, eh bien, je peux en conclure quelque chose. Tandis que là, l'analyste dit « Ah ben oui, mais non, c'est le sujet qui est structuré de cette façon. Hein » Et on voit bien que la différence, là, c'est que le sujet, il est ici, alors que là, c'est l'agent. Hein. Donc, là, par un glissement, par un quart de tour, très difficile, je pense à un patient qui ne savait pas que l'inconscient existait. Hein. Il était, j'en ai déjà peut-être parlé,
est à Charpentier, enfin charpentier de théâtre, et il perdait ses marchés parce qu'il s'engueulait avec ses ouvriers, non, avec ses clients. Le client avait téléphoné en disant je voudrais que ce soit peint en rose au lieu de peint en bleu. Il s'en souvenait pas, il le peignait en bleu, puis après il injuriait le client en disant mais vous m'avez jamais dit ça. Bref, l'inconscient n'existe pas. Et il avait un rendez-vous à une séance, il n'est pas venu, et la fois d'après il me disait que non, c'est pas vrai, qu'il n'avait pas rendez-vous. La séance suivante à laquelle il est venu, il avait regardé sur son calepin, il a vu qu'il avait effectivement rendez-vous. Et c'était totalement inconscient pour lui. Et il est tombé de sa chaise. Il est tombé de sa chaise en disant, ben alors, des fois quand j'engueulais mes clients, peut-être qu'ils avaient raison. Et donc, là, on voit bien comment a pu s'effectuer ce quart de tour. Hein, ce que dit mon client, c'est pas en position. Ce que je dis moi n'est pas en position de vérité. C'est plutôt une manifestation de mon symptôme. Et c'est peut-être qu'il a raison, mon client, quand il me dit que ça devait être peint en rose. Donc il y a comme ça ce quart de tour qui doit s'effectuer pour passer du discours hystérique au discours de l'analyste. Après, pour ce qui est du discours de l'université, là, le quart de tour, il est dans l'autre sens. Il est dans l'autre sens, ce quart de tour. C'est-à-dire que c'est le savoir qui n'est pas du tout au même endroit, quoi. Et c'est ça que ces analystes américains dont je parlais ne veulent pas comprendre. Ils veulent bien le comprendre vaguement intellectuellement, mais néanmoins, pour être comme analystes, ils ont besoin d'avoir des psychiatres, des analystes qui disent « mais non, le savoir, il est bien là ». Donc, c'est très difficile, là aussi, c'est difficile de glisser du discours universitaire au discours de l'analyste. Parce que, il faut renoncer à être docteur, en fait. Il y a une renonciation à être dans la position du docteur qui est fondée sur un savoir d'un professeur. C'est marrant, ça me fait penser à un patient récemment qui m'appelait fréquemment docteur, parfois en contrainte. Puis un jour, il s'est dit, mais en fait, pourquoi je vous appelle docteur il s'est perdu dans la faute. Il essaie de me retenir, je pense. Oui, voilà, oui, bien sûr. Oui, une garantie. Voilà, donc ça pose la question de la garantie, hein. Bien sûr. Combien d'analystes plongent là-dedans? Alors en France un peu moins qu'ailleurs, mais aux États-Unis c'est effrayant, Moi, j'en ai... Comme si j'avais dit D'ailleurs tu es docteur, tu as passé un doctorat. Alors après, qu'est-ce qu'il en est du discours du maître? L'hypothèse que je fais, c'est que le maître qui veut entrer dans le discours de l'analyste devrait faire un détour soit par le discours de l'hystérique, soit par le discours de l'université. Alors on peut dire que si sa structure est plutôt du côté de l'hystérie, eh bien il devrait occuper ce discours de hystérique. S'il est plutôt sur le versant obsessionnel, il passera peut-être plus par le discours de l'université. Bon, on arrête là. Moi, je voulais dire des choses en plus de votre côté. Bon, et ben voilà. Merci.